Salut et bienvenue pour un nouveau Zeritop où je me suis un petit peu trituré les minages pour savoir quelle série je vous proposerai. Parce que si vous avez suivi les quelques-uns d'entre vous qui ont suivi le dernier tier list, je me suis dit tiens je vais te renchaîner la série Buffy en tier list et puis après un Zeritop dessus. Mais je me suis rendu compte que c'était pas si populaire que ça en fait. Et ça m'a fait un petit peu me rendre compte de l'intérêt qu'avait une grande partie de mon public pour tout ce qui était série des années 90-2000, tout du moins non animé. Et c'est un petit peu ce que je veux clarifier aujourd'hui avec ce pari que je me fais, c'est-à-dire, est-ce que mon public, c'est juste une bande de jeunes passéphobes qui n'en ont rien à secouer de ce qui est sorti dans les années 90, début 2000, voire avant? Ou bien c'est juste parce que c'est pas animé en fait, hein, étant donné que j'ai quand même lancé cette chaîne pour parler de tout ce qui est animation Disney, c'est totalement compréhensible que j'ai un public qui soit plus attiré par ce qui est animation. C'est tout à fait saisissable. Et donc, c'est un peu ce que je vais voir avec le candidat d'aujourd'hui, c'est-à-dire la série Batman des années 1992, donc sortie quand j'avais 6 ans. Ah, je l'ai pas découvert tout de suite, mais une fois que les rediffusions passaient à la télé lorsque j'avais genre 8-9 ans, c'était extra déjà. Le fait est que j'ai un petit peu envie de voir, est-ce que ça attire les gens que je parle d'une série animée sans doute la plus populaire de son époque, facilement la première série à laquelle on pense des années 90 dans l'animation, c'est la série Batman. Voilà, et je veux voir un petit peu ce que ça donne. Si ça a du succès, c'est que, voilà, vraiment, j'ai un public qui est plus attiré animation que live action, et à ce moment-là, ok, j'essaierai de ne pas trop insister sur le live action, hein, même si j'aime bien, mais c'est normal, c'est normal, j'attire les gens par l'animation, c'est logique qu'ils soient plus pris par ça, soit ça n'attire pas, et ça veut dire que j'ai affaire à majoritairement des jeunes passéphobes qui se tapent royalement de ce qui est sorti avant les années fin 2000, quoi. À peu de choses près. Donc, à ce moment-là, ce que vous voulez que je dise, j'essaierai de m'y faire. Hein. Je vais pas non plus ne pas parler des séries qui m'ont grandement marqué, mais je vais essayer de mettre le frein là-dessus quand il s'agira de séries un peu trop vieilles, parce que bon, je fais pas ces vidéos pour que ce soit vu par seulement quelques centaines de personnes. Quoi, je veux que ça intéresse les gens qui me regardent, même si je trouve ça un petit peu décevant à titre personnel. Mais bon, voilà, c'est un petit peu le pari que je fais avec cette série qui fait partie du top 15 des meilleures séries pour moi parce que j'adore la direction que ça prend, j'adore le fait osé qu'il n'y avait vraiment pas à l'époque de représenter un univers sombre, riche en signification autour d'un super-héros, ce qui n'a jamais été fait avant. Et il faut que je rende à César ce qui est à César. Oui, c'est clairement les films de Burton qui ont amené ça. C'est les films de Burton qui ont un peu inspiré, je pense, cette direction de la part de Bruce Timm et Paul Dini. Et ça donnait une série légendaire pour beaucoup, et qui n'est pas tout à fait la meilleure de tous les temps, mais je comprends aisément les gens qui qualifient cette série comme étant la meilleure. Et j'en garde un souvenir assez énorme, en dépit des années, et il y a beaucoup de choses à dire en bien dessus. Beaucoup d'éléments détaillés, intéressants à analyser, une mise en scène, une ambiance qui s'instaure, qui a énormément de mérite, qui a été analysée là aussi par énormément de gens, donc je vais pas apporter énormément de choses de nouveau, c'est pour ça que c'est vraiment une liste très personnelle, et vraiment j'appuie ça comme d'habitude, hein, quand je fais un top 5, un top 10, la quasi-totalité du temps c'est totalement personnel. Et vu la richesse de ce que propose Batman en termes d'ambiance, en termes de conflits en tout genre, parce que ça peut être le grand méchant avec ses plans machiavéliques qui peuvent être un petit peu excessifs, ou ça peut être vraiment une histoire de mafia, de système un petit peu sombre, de manipulation, où ça joue sur la psychologie sans vraiment jouer sur le caractère. C'est très très bon ça. Il y a tellement de diversité dans les approches et c'est vraiment selon les préférences de chacun qu'on sera plus pris dans tel ou tel épisode qu'on sera moins pris dans d'autres, même s'il y a évidemment des éléments un petit peu moins forts, et c'est ce sur quoi je vais m'appesantir pour commencer comme d'habitude.
Je précise pour entamer les choses que je vais vraiment prendre en compte toutes les saisons qui ont été faites, c'est-à-dire même la saison 4 ou 3 selon l'interprétation qui est un petit peu moins bien vue. Je ne suis clairement pas du côté de Chucky Edal à ce niveau-là pour dire qu'elle ne mérite pas qu'on s'en souvienne, c'est cette saison-là. Je trouve qu'elle poursuit ce que les premières saisons ont entamé avec pas mal de bons points, pas mal de force. Il y a des choses à redire et oui, il y a quelques épisodes dans l'eau qui sont assez faibles et qui sont discutables. Ce ne sont pas que ces épisodes-là qui font partie de ma liste des pires, mais il y en a quelques-uns qui sont quand même à redire et qui sont aisément là-dedans. Et oui, avant de tomber sur mon top 5 des pires épisodes, hein, qui est plutôt un top 5 des moins bons épisodes, parce que, en toute sincérité, je n'arrive pas à en voir un seul qui me déplaît horriblement, en fait. Même les plus faiblards, en dépit des choses que j'ai à leur reprocher, je peux regarder ça sans trouver que ce soit affreux. Voilà, hein, mais il y en a quand même quelques-uns d'épisodes faibles à noter. Hein. Je cite d'abord, donc, pour commencer, les mentions déshonorables, avec, donc, dans l'ordre, le super mécanicien. C'est pas mauvais du tout, c'est juste que je trouve ça assez plat et que ça sent tellement la redite par rapport au second film de Tim Burton. Ah, regardez, il y avait une scène dans le second film où le pingouin prenait le contrôle de la Batmobile, ben on va faire pareil. On va dédier un épisode juste à ça. Et déjà, je ne trouve pas cette scène extraordinaire dans le film de Burton. Ça va, c'est pas un des pires moments du film de Burton pour moi. Pour ceux qui ne savent pas, je ne suis pas un fan des films de Burton. Hein. Sur Batman, hein. Je le dis, je le reprécise, hein, ceux qui n'ont pas suivi en détail. Je trouve que c'est juste une version râpée de la chose, où on introduit rapidement Lucius Fox, ça va, ça passe, le personnage, mais voilà, c'est juste comme ça, et puis après, on l'appuie presque pas du tout. Hein, c'est juste, ah, vous vous souvenez, ce personnage il existe, on le présente rapidement, et puis voilà, c'est histoire d'appuyer un tout petit peu plus l'organisation de Batman, et en ça, c'est correct, mais sinon, il n'y a rien de notable. Je trouve ça assez plat et un peu trop redite. Ça se centrait trop à vouloir capturer ce qui a déjà un peu marché avant. Et je dis bien un peu. Hein. Donc ensuite nous avons Harvey et Ivy. Je trouve que lorsqu'on force le message Girl Power en disant ah, regardez que des filles, tout ça, dans un épisode et tous les mecs sont complètement ridiculisés à côté, c'est pas... je trouve pas ça très intelligent. Vraiment. Il y a eu largement pire, qui sera plus loin vraiment dans le top 5, ça. Mais je trouve que c'est un peu grossier à certains moments, et ça vient aussi en partie du fait que la relation entre Harley et Ivy, je la trouve pas particulièrement extraordinaire. Je vois pas ce qu'il y a de particulièrement fort ou de poignant là-dedans, de grandement prenant dans cette relation. Je vois pas une grande dynamique super forte qui m'agrippe grandement, et donc... j'apprécie le rôle qu'on donne à Montoya, c'était assez cool. Et en termes d'action, ça passait très bien, mais ouais, ça manque grandement pour moi d'intérêt dans ce qu'on essaye de dépeindre. Et je trouve que les relations de personnages qu'on met en avant sont pas si fortes que ça. Ça aide pas. Après, en mention déshonorable, nous avons Coup de froid, de donc la saison 4 spéciale, qui a été décriée notamment par Chucky Hall par rapport à la signification de Mr. Freeze et comment il est tombé aussi bas de façon assez grossière. Je suis assez d'accord, c'est gênant. Et ça empêche un petit peu la chose d'avoir toute sa force, alors que dans l'absolu on met en place un conflit et des enjeux qui sont assez forts et assez prenants dans ce qui est à risquer là-dedans. Et dans un sens, je suis pas contre le fait de voir un Mr. Freeze qui a complètement abandonné. La façon dont ça a été amené, c'est quand même très grossier, hein, je suis assez d'accord. Mais j'en suis pas au stade de trouver que c'est le plus affreux. Mais je comprends les problèmes qu'on peut avoir avec ça. Et enfin, pour terminer, en mention déshonorable, nous avons Creatures. Attendez, c'est le titre VO, ça. Le titre VF, c'est les verts pâturages. C'est ça, les verts pâturages. Un peu ridicule. Numéro 6 de cette liste, je pense. C'est un fermier un peu redneck.
qui élève des monstres, qui fait de l'OGM, ce genre de conneries, c'est con, je trouve ça un peu con sur les bords. L'action est cool, mais sinon c'est un petit peu con là, ce qu'on met en place. Voilà, c'est un peu limite. N'empêche que je préfère légèrement aux épisodes qui vont venir, même si je déteste pas ce qui va venir, je tiens à le préciser une fois de plus. Il n'y a aucun épisode que je déteste particulièrement, mais il y en a certains qui me gênent. Qui me gênent ou qui m'ennuient particulièrement. Et c'est un petit peu ce sur quoi je vais me pencher maintenant, en commençant par le numéro 5, Joyeux Noël Batman. L'épisode 2 de toute la série, la première apparition du Joker, la première fois qu'on voit Robin, et je trouve que ça rend vraiment pas justice aux personnages, comment ils sont introduits. Je trouve que le premier épisode où on voit le conflit contre Man-Bat était très intéressant, assez fort en signification, il y avait une bonne ambiance. Là, c'est le Joker qui fait son petit délire avec une espèce d'ambiance pseudo-Noël qu'on essaye de ridiculiser. Et il n'y a rien dans la mise en scène, il n'y a rien dans l'action, rien dans les interactions qui aide à appuyer grandement ce que représentent ces personnages. Robin, il est là, il participe comme ça. Le Joker, il fait son petit délire comme ça. Il s'attaque à Batman comme ça. Il n'y a rien qui en ressort en fait. Pour ma part, c'est assez creux. Je veux dire, l'action et certains gags passent, et ce qui fait que c'est un épisode qui passe, vraiment. Mais la signification de la chose, ce qui est censé représenter cette relation entre personnages, on nous balance in medias res dans une aventure qui est facilement la moins ambitieuse autour du Joker, alors qu'il y a énormément d'histoires autour du Joker où il y avait des approches intéressantes, des concepts cool, des interactions, des affrontements marquants. Il n'y a rien de marquant. Le truc le plus marquant, c'est comment il s'échappe de la prison en faisant un espèce de fusée sapin de Noël. C'est du gros cartoon en fait. Du gros cartoon qui n'a pas été vérifié par les gardes ou quoi que ce soit. C'est bien. Mais bon, j'imagine que dans un sens c'est mieux que de dire il s'est échappé hors champ. Hein. C'est un petit peu le truc global que j'aurais à reprocher à la série Batman et à d'autres de ce genre-là, c'est que il faut que les méchants soient à l'air libre, même s'ils sont arrêtés régulièrement. Donc, entre-temps, ils sont échappés d'Arkham ou de la prison de Belle-Rive. Voilà. Comment on vous emmerde. Le fait de donner une explication aussi basique et aussi cartoonesque que ça, je trouve que... Voilà, c'est un épisode pas marquant du tout, et je trouve que ça rend pas justice aux personnages qu'on met en place. Tout simplement, Robin et le Joker, la première fois qu'on les voit, c'est ça... peut mieux faire. Peut mieux faire. Numéro 4, un amour de crocodile. Le suivi du personnage de Baby Doll dans la dernière saison, la nouvelle saison de Batman qui cassait pas des briques. Il y a pas mal de ces personnages, de ces méchants Batman, pour lesquels on essaye de mettre en place une espèce de rédemption. C'est-à-dire qu'il y a un peu l'espoir qu'ils puissent se ranger en dépit de ce qu'ils ont fait, parce que sont un peu des victimes d'un mauvais système, d'une mauvaise psyché. C'est très intéressant avec Baby Doll, j'en parlerai dans un certain temps de ça. Et on a fait des trucs pas trop mal autour du Pingouin, autour de Scarface, sur leur possible réhabilitation qui n'a pas pu aller jusqu'au bout à cause de certaines tragédies. C'est très intéressant et très fort à certains degrés. Et à côté, on a la fausse réhabilitation de Baby Doll. Il finit par en avoir marre de sa vie rangée, où on la voit un petit peu de haut, sachant que je verrai personne essayer de la prendre de haut après ce qu'elle a fait, de se moquer d'elle, mais bon, une taille comme ça, et où elle décide très vite de dire merde, je vois Croc, ce mec qui me correspond vaguement, on est tous les deux des monstres de foire à un certain degré, c'est chercher un peu loin, et c'est s'imaginer un délire dans sa tête, on essaye de créer une dynamique de duo entre eux, et c'est pas marquant, c'est pas recherché, c'est pas particulièrement drôle en fait. Alors, on a essayé de créer un duo improbable qui n'a pas tilté pour moi. Ils ont
représenter, je pense, une menace acceptable pour que ce soit pas non plus totalement plat, mais il n'y a rien qui a donné l'impression que c'était mérité. Et au bout du compte, cette espèce d'épilogue autour de Baby Doll, du peu qu'on l'a vu, ça n'a pas donné grand-chose en fait. Hein, Croc, j'ai jamais eu une haute estime du personnage. Je trouve que c'est un méchant gros bras qui passe bien dans l'absolu, mais c'est pas non plus un personnage sensationnel. Baby Doll, je trouve ça un petit peu insultant parce que je trouve que le personnage était très intéressant dans sa première apparition et il a ramené à ça dans sa seconde apparition, c'était ok, sans plus. C'est ça que je trouve légèrement insultant en fait. Une fois de plus, hein, pas un mauvais épisode, mais un des plus faibles, facilement pour moi. Numéro 3, l'œuf du pingouin. Une autre introduction de personnage que j'ai pas trouvé sensationnelle. Une fois de plus, on nous présente le pingouin in medias res, quoi. C'est un ennemi de Batman, paf, voilà, comme ça. On n'explique pas d'où il vient ou quoi que ce soit. D'ailleurs, je vais pas se souvenir qu'on le fasse à un quelconque moment de la série, ça. Ce qui est franchement dommage. Et ouais, la première aventure autour de lui, c'est lorsque Batman se retrouve inconscient et qu'il y a 3 gamins qui s'occupent de lui. Et c'est vraiment le petit fantasme des gamins qui se retrouvent pris dans cette histoire et qui essayent d'être un petit peu des héros comme ça. Je trouve ça un peu niais, je vous cache pas. Pour une série qui sait être sombre quand elle veut, qui sait mettre en place des conflits prenant un peu poignants et une atmosphère particulière, nous fourrer ce genre de configuration où des gamins aident Batman de façon un petit peu forcée. Ces gamins, tout simplement, c'est l'approche que j'ai jamais grandement adorée de il faut absolument mettre des gamins pour que le jeune public s'identifie. Et il n'y a rien de particulièrement probant ou vraiment intelligemment écrit là-dedans. C'est un peu forcé sur les bords et la menace, le conflit ne renvoie rien de particulier quand ce qui est mis en place, c'est des gamins qui essayent de cacher Batman et qui essayent de s'en sortir face à ça, sans grande gravité au passage, hein, parce que voilà, ils essayent un petit peu de se montrer courageux, mais c'est pas non plus comme si c'était super sombre, ce qui est risqué non plus. Donc, c'est un de ces rares cas où la série essaye d'agripper le très jeune public. Pas de façon ultra grossière non plus, ça reste acceptable, c'est pas non plus comme si les gamins étaient insupportables ou si on forçait le côté naïf et puéril de la chose, clairement pas, hein, il faut pas exagérer non plus. Mais, honnêtement, je trouve que la configuration est pas la plus recherchée et que vous jonglez même pas particulièrement profondément avec. C'est un épisode simplet dans l'idée, qui se regarde sans plus, vraiment. Numéro 2, les foudres de l'Olympe. Je suis vraiment pas fan de Maximilian Zeus, c'est comme ça qu'il s'appelle il me semble. Enfin bref, le mec, le gros Richard qui est pris de folie de façon complètement ridicule et se dit ah, je suis Zeus, j'avais contrôlé le monde. Et c'est juste complètement con pour moi. Ce personnage est ridicule dans son approche et je sais que c'est un méchant récurrent de Batman qui existe depuis un certain temps, mais celui-ci, il passe tellement pas. Il passe tellement pas dans l'ambiance un peu sombre et simili-réaliste qu'on veut mettre en place dans cette série en fait. C'est cette espèce de gros méchant totalement exagéré qui sort de nulle part et qui a son espèce de gimmick de taré et puis voilà. Autant il y en a d'autres, hein, je ne vais pas non plus dire que c'est le seul qui soit comme ça, mais il y en a d'autres qui arrivent à avoir une psychologie intéressante derrière, le chapelier fou, et même le roi du temps. Ça a beau être un peu ridicule sur les bords, au moins il a un gimmick un petit peu prenant, quoi. Maximilian Zeus, c'est juste « Ah, j'ai des moyens qui font que je peux me prendre pour Dieu !» Dès lors qu'on essaye d'appuyer un petit peu le drame avec sa chérie qui dit « Ah non, c'est pas comme ça que tu devrais te comporter », je me dis « Pourquoi t'es avec lui? On n'explique jamais qu'est-ce qui lui est tombé dessus pour qu'il se croie comme ça. C'est un peu ridicule. C'est un peu trop ridicule. Ça rend le conflit pas très intéressant, vraiment pas intéressant. Et à part l'action qui sauve un petit peu le tout, le méchant et la menace qu'il offre
ne donne rien de particulier. C'est un épisode assez plat, très moyen dans l'absolu. Et je préfère très largement, de pas beaucoup, à numéro 1, Soirée entre filles. J'en ai parlé il y a peu, je ne suis pas fan des épisodes Girl Power. Et autant l'épisode Harley et Ivy, c'est un peu grossier sur les bords, mais il y avait quand même pas mal d'actions, de mise en scène qui étaient très cool, une résolution satisfaisante pour que ce soit pas non plus un des pires épisodes, faut pas exagérer. Autant celui-là, ça prend tous les défauts que j'ai à reprocher à cet épisode en les exacerbant et en mettant très peu de points positifs. Le point positif là-dedans, c'est quelques interactions de personnages et l'action qui peut être cool par moment. Puisqu'on a Supergirl et Batgirl qui s'unissent pour lutter contre Poison Ivy, Harley Quinn et Elektra. Et voilà, c'est combat de filles, catfight, crêpage de signaux. Ça va pas jusque-là non plus, mais il n'y a rien d'intéressant dans le conflit mis en place. On essaye d'appuyer que les femmes sont pas super bien vues par les autorités. Enfin bon, on appuie sur tout ça avec Block. Donc j'imagine que Block c'est un cas particulier. Mais voilà, on essaye de dire les femmes doivent s'affirmer, doivent montrer qu'elles valent quelque chose. Et elles montrent qu'elles valent quelque chose en se battant entre elles en fait. Vous vouliez faire quelque chose d'un peu féministe, montrer Batgirl et Supergirl combattre des méchants de tout genre, pas que des filles, parce que c'est des filles contre les filles, on peut montrer qu'on est super forte en battant des filles, quoi. C'est ça. C'est vraiment ce genre de truc, on est entre filles, on fait nos trucs de filles, y a rien... Il n'y a rien de recherché là-dedans. Ça fait partie de ce type d'épisode vraiment creux où on se ressent le besoin d'appuyer le sexe minoritaire de votre série en disant voilà, on va faire un épisode spécial où il n'y a que des filles, ou récemment, lorsque c'est des séries majoritairement féminines, un épisode spécial où il n'y a que des mecs, et dire regardez, on peut faire des trucs entre mecs, entre filles. C'est bien, je savais pas, je suis con, apparemment. Ça envoie un message pas génial, pour moi, vraiment pas génial. C'est pas illustré de la façon la plus sensationnelle qui soit. C'est pas non plus au stade où c'est ridicule. Je veux dire, ça va, nos personnages, elles ont leur personnalité sympathique, et donc, lorsqu'on les voit interagir entre elles, ça passe, mais le concept même est grossier, et les conflits, la thématique que ça met en place, n'ont pas le moindre intérêt. Ce qui fait que c'est l'épisode le moins bon de cette série. Et je tiens à vous rassurer une fois de plus, c'est une série que j'aime beaucoup, donc évidemment il y a largement plus d'épisodes que j'ai adorés que d'épisodes que j'ai trouvé à limite moyen, voyez. Et je vous cache pas, pour la liste qui va suivre, jingle. Pour la liste qui va suivre des épisodes que j'ai préférés, il y a eu un long débat avec moi-même sur ce que je devais garder, parce que j'ai noté tous les épisodes qui me plaisaient particulièrement, qui méritaient d'être notés, et je suis tombé sur largement plus de 10, même un tout petit peu plus de 20. Ce qui fait que, il y en a beaucoup, et je tiens à le repréciser, c'est une série très riche dans ses approches, et peut-être que vous serez plus du genre action bien menée, ou plus du genre vraiment ambiance, atmosphère film noir, avec la mafia, gérer ce genre de choses. Il y en a pour tous les goûts. Et moi, j'ai certaines préférences que vous verrez en détail avec cette liste, mais il y a tellement de bons épisodes à choisir que c'est clair et net, mon top 10 sera pas le vôtre, et je suis sûr que vous aurez de très bonnes raisons de préférer tels épisodes à d'autres, vraiment. Et je tiens à le préciser en disant que je vais me faire là une fois de plus une petite liste de mentions honorables, mais ce coup-ci je vais même aller un petit peu plus loin en disant voilà mon top 20, en présentant rapidement les numéros 20 à 11.
parce que, vu tous les épisodes à part qui m'ont plu, je me devais de faire ce petit effort supplémentaire. En tous les cas, on va commencer avec le numéro 10, règlement de compte. Pour moi, et je dois être une des rares personnes à penser ça, c'est rêve ou réalité en plus satisfaisant. Parce que dès lors que je me penche sur les motivations de la personne derrière rêve ou réalité, du méchant derrière tout ça, et comment ça devrait se péter la gueule à de nombreux moments, et qu'on force un petit peu Batman à sortir de là, je me dis... Dans l'absolu, il aurait dû casser sa pipe. Il n'aurait jamais dû s'en sortir. Mais on trouve un moyen un peu facile d'amener ça. Je vous cache pas que oui, l'aspect psychologique de rêve ou réalité est un petit peu plus fort que celui de règlement de compte. Mais c'est beaucoup plus satisfaisant dans sa résolution règlement de compte parce que c'est plus crédible. J'ai envie de dire, c'est un peu plus crédible. Et oui, ce que ça met en place, c'est une situation alternative où Barbara serait morte en tant que Batgirl, où Gordon découvrirait sa véritable identité et ferait le lien assez rapidement, et où Batman et Robin devraient échapper à la police qui en voudrait un petit peu à Batman d'avoir... instiguer ce qu'il a instigé. Ça va un petit peu de pair avec un message qui sera un peu renvoyé plus tard dans la liste que j'ai faite. Mais voilà, il y a quelque chose de très intéressant dans cette configuration qu'on met en place et le suspense, la tension complètement continue qu'on n'arrête pas de créer. Il faut qu'on échappe à Gordon, à cette police qu'on a aidée depuis tout ce temps, suite à un drame atroce qui a vraiment touché à ce point tout le monde. Et voilà, la tension, l'émotion est forte, ça va en crescendo, ce besoin de s'enfuir, ces derniers retranchements qui sont de plus en plus mis en place. Je trouve que c'est un effort, un travail de suspense mûrement fait et agrippant du début à la fin. Numéro 9, Amour on Ice. C'est un épisode que j'ai choisi parce que c'est l'instigateur d'un tout nouveau personnage dans l'absolu, une nouvelle réécriture du personnage de Mr. Freeze qui n'était pas du tout comme ça avant. Faut dire ce qu'il y a, avant c'était juste un malfrat quelconque, mais on a décidé de changer son passé, d'en faire une figure vraiment tragique et c'est particulièrement efficace. C'est tellement efficace que c'est vraiment cette backstory qu'on a tendance à prendre pour Mr. Freeze maintenant. Même le film de Schumacher a décidé de faire ça. Et j'avoue que c'est très fort. Ces motivations sont portées par un désir froid de vengeance et d'attache envers celle qu'il a aimée. Et à chaque fois qu'on appuie le conflit avec lui, la mise en scène du drame qu'il touche et comment Batman essaye de gérer ça en montrant son empathie envers ce mec, c'est quelque chose de vraiment fort. Et que ce soit cet épisode qui a instauré tout ça, et qui ait montré tous ces moments touchants de personnages qui se multiplieront par la suite, il a une énorme valeur à ce niveau-là. Ça a introduit une nouvelle écriture de méchants particulièrement efficace. Numéro 8, chantage à crédit. C'est un de ces nombreux épisodes qui introduisent un personnage un peu atypique, particulier, le temps d'un épisode pour appuyer un petit peu la mentalité des gens un petit peu plus petits, dira-t-on, sans vouloir être pédant. Les gens aux ambitions plus faibles, les gens du peuple en fait. Et je pense que c'est celui qui m'a le plus plu parce qu'on suit un pauvre mec qui a vécu une sale journée, qui a énervé le Joker au mauvais moment et qui doit en subir les conséquences sur une durée assez importante. Et je vous dis pas la peine que j'ai pour ce mec en fait. Ce mec est tellement rattachable et j'apprécie le fait aussi qu'on n'en fasse pas un caractère design générique quoi. Un mec un petit peu engroupé qui a pas la meilleure forme mais qui se tape un petit peu cette horreur de devoir œuvrer avec le Joker parce qu'il a eu le malheur de pas être poli avec lui sans le vouloir. Et
Voilà, c'est une très belle représentation psychologique de quelqu'un qui tombe sans le vouloir dans quelque chose de grave comme ça, et la façon dont il se venge à la fin est jubilatoire, mais vraiment jubilatoire. J'adore ça, j'adorais ça. Il y a quelque chose de très intéressant aussi dans le fait que c'est la première fois qu'on voit Harley Quinn, et même si je l'adore pas autant que d'autres, je vais peut-être me pencher un petit peu plus là-dessus plus tard. J'apprécie quand même la dynamique qu'elle a avec le Joker et ce qu'elle apporte dans cette histoire. C'est très bon, c'est très bon. Et ouais, c'est juste très intéressant, juste pour la psychologie du personnage central particulier qu'on met en place. C'est ça qui rend cet épisode vraiment prenant pour moi et satisfaisant, vraiment satisfaisant sur la fin. Numéro 7, le grand frisson. Ça doit être, je pense, le seul épisode de cette liste que vous verrez dans la liste de personne d'autre, parce que je dois être une des rares personnes, peut-être la seule personne, à adorer autant la méchante mise en place. Alors on tombe dans la dernière saison, la saison un petit peu particulière de cette série, avec les nouveaux designs et tout ça, et on peut déplorer, il est vrai, le fait qu'on ait fait une transition du pingouin un peu bizarre, qui soit pas totalement raccord. Le pingouin n'a jamais été vraiment cet homme d'affaires qui dirigeait un club comme ça, de façon un peu louche mais sans être arrêté aussi facilement, et le fait qu'on introduise ça comme ça, il me semble que c'est pas cet épisode qui a introduit ça, c'est un peu discutable. Il est vrai, je suis d'accord avec ça, ça peut être un peu discutable. Si on va un petit peu au-delà de ça, je trouve que la situation mise en place est très intéressante, un peu terre à terre dans le genre, mais assez intéressante, et ça met surtout en place... Je suis méchante que j'adore. J'adore Roxy Rocket. Sérieusement, tout le monde arrête pas de dire oh c'est incroyable Harley Quinn, un nouveau personnage qu'on a introduit dans la série, il est tellement génial. On en fait des caisses autour d'elle, au point où ça devient un petit peu imbuvable pour moi. Qu'il apprécie, j'apprécie sincèrement Harley Quinn, mais pas au point de vouer un culte à ce personnage. Et à côté de ça, il y a Roxy Rocket qui a eu cette apparition-là, et on en a un tout petit peu entendu parler après. Je me dis punaise. Pourquoi c'est que ça? Elle est géniale. Elle est géniale. C'est une fille, enfin une femme, qui était une ancienne cascadeuse et qui veut continuer de vivre le frisson de la chose. Et en gros, ses motivations, c'est juste le frisson, le fait de savoir que je risque ma vie, que je suis en plein danger et que je peux en tirer quelque chose. Elle s'en fiche royalement des considérations de certaines choses. Elle veut juste ressentir cette passion-là qu'il a portée. Et je trouve que ça rend le personnage particulièrement vif, particulièrement enthousiasmant. Elle a de la bonne répartie, elle sait bien s'exprimer et elle montre vraiment sa passion. C'est ça que j'adore. Et le fait qu'elle soit tellement à fond dans ce qu'il apporte, c'est-à-dire le frisson à trouver, ça amène une fois de plus un des moments de fin de personnage, de fin de personnage entre guillemets, c'est pas sa fin, où elle embrasse totalement le fait de perdre la vie dans cette espèce de configuration ultra chiadée, complètement grandiloquente au point où ça la fait presque jouir. Yeah. Yeah. Je trouve ça quand même dingue, les choses qu'on a pu se permettre d'oser dans une série familiale comme ça. Vraiment, j'ai beaucoup de respect pour cette série, pour ce qu'elle a pu oser quand même. Et ouais, il est juste fun et enthousiasmant ce personnage. Et j'aurais adoré le voir plus. Elle a juste une apparition rapidement dans la série Superman et puis basta. Et il aurait mérité plus d'attention. Je trouve qu'une personnalité aussi éclatante comme ça, et des motivations certes pas ultra recherchées, mais fun de ce genre-là, avait le mérite de pouvoir apporter quelque chose, si on avait donné plus de temps. Et oui, malheureusement, contrairement à Harley Quinn, ce personnage n'a pas grandement été collé, sans mauvais jeu de mots, mais je garde un souvenir énorme de l'épisode qui lui a attitré. Numéro 6, la réinsertion de l'homme mystère. Je vais rejoindre un petit peu Link the Sun qui a dit qu'il regrette qu'on n'ait pas eu vraiment d'adaptation au grand écran de l'homme mystère jusqu'à présent, parce que Jim Carrey avait quelques débuts de quelque chose, mais c'est pas allé très loin. Et même dans la série The Batman, où on avait l'homme mystère mis en place de façon un peu plus poussée, ça n'a jamais été en grand détail ce qu'il portait, c'est-à-dire le besoin de faire des énigmes, de jouer mentalement et intellectuellement avec Batman. Et même les créateurs de la série, Bruce Timm et Paul Dini, se sont dit que ça a toujours été délicat à gérer ce personnage-là dans un format comme le nôtre.
Et malgré tout, ils ont quand même réussi à le gérer de façon très intéressante dans ses apparitions. Et je trouve que le meilleur épisode pour moi, c'est le dernier où il apparaît vraiment. Bon, techniquement, il apparaît rapidement dans la saison 4, dans le pire redesign presque de cette série. Mais ouais, c'est pas intéressant du tout, quoi. Ce qui est intéressant, c'est vraiment le moment où on croit qu'Edward Nygma s'est réinséré dans la société et pourrait peut-être se ranger, seulement voilà, il prévoit certaines choses, et c'est un jeu d'esprit entre lui et Batman sur comment piéger l'un ou l'autre, cette espèce d'obsession qu'il a dans le fait de vouloir se montrer supérieur en fait. Le truc d'Edward Nygma, c'est qu'il veut se montrer supérieur, montrer qu'il bat tout le monde d'un point de vue intellectuel. Et j'adore, une fois de plus, la fin, la chose où il est tellement obsédé par comment Batman a réussi à déjouer son piège que c'est tout ce qu'il porte en fait. Et il finit par se faire avoir et c'est excellent, c'est excellent. Vraiment un excellent épisode qui finit d'appuyer la mentalité de l'homme mystère qui est peut-être dans son essence le deuxième ou troisième meilleur méchant Batman pour moi. Le premier étant Double Face, je le précise. Alors il n'y a pas d'épisode sur Double Face vraiment mis en avant, même si j'adore ce personnage-là et le drame qu'il touche, parce que dans l'absolu, en termes de récit pur, il y a des épisodes que j'ai trouvé un petit peu mieux, mais vous voyez, si vous avez suivi mon top 20 à 11 quand même, que j'apprécie les histoires autour de Double Face. En tout cas, vous voyez, ce personnage, dans son essence, dans ce qui nous a été montré dans cette série, il promet énormément. Et lorsqu'on met un petit peu en avant son personnage dans les jeux Arkham, je trouve aussi qu'il est génial. Donc, ouais, Edward Nygma promet beaucoup. Je trouve que c'est une excellente conclusion de personnage dans un sens. C'est un excellent duel d'esprit, cet épisode-là. Numéro 5, Baby Doll, ou comment une seule scène peut élever un épisode aussi haut. Parce que je vous cache pas que au-delà du concept du personnage, durant les 2 tiers de l'épisode, ça va. C'est une bonne menace, un peu spéciale, un petit peu excentrique de l'adulte qui est dans un corps d'enfant parce qu'elle souffre d'une maladie très rare et qui a décidé de totalement forcer les gens à revenir à la période où elle était considérée comme Baby Doll, même si sa vie n'est qu'une farce en fait. Et durant les 2 tiers de l'épisode, ça c'est une bonne menace qui s'y croit trop. Je sais pas comment elle a réussi à engager des sbires. Ça fait partie des grands mystères de cette série pour moi. Comment certains de nos méchants arrivent à engager des sbires en fait. Vraiment, Baby Doll, je comprends pas exactement comment elle a réussi, mais bon. le fait est que durant la grande majorité de l'épisode, ça passe, c'est une bonne menace avec son atmosphère particulière, mais ce qui parvient vraiment à élever cet épisode aussi haut pour moi, c'est clairement la fin où on se penche vraiment sur la psychologie du personnage qui, au bout du compte, est totalement déprimé de ce qui lui arrive, qu'elle regrette tellement ce qui la touche, qu'elle voudrait ne pas être ce personnage-là, qu'elle se force à être avec ce passage dans cette attraction au miroir déformant qui lui renvoie cette image de ce qu'elle pourrait être si elle n'avait pas subi ce qu'elle a subi. Et comment Batman, en dépit de toutes les grosses folies qu'elle a faites, arrive un petit peu à avoir de l'empathie pour elle, à montrer comment il peut saisir ce qui la touche. C'est un moment très fort, très beau. Et ouais, c'est une excellente conclusion d'épisode solo de personnage. Une fois de plus, la suite qu'on lui a donnée, c'était pas si génial que ça. Mais ce seul épisode est parvenu à hisser ce personnage au rang de grand méchant mémorable, en dépit de sa petite taille. Numéro 4, une âme de silicone. La suite au double épisode Cœur d'acier qui est très intéressant là aussi, hein, un très bon double épisode, mais dira-t-on qui m'a un petit peu moins marqué que son suivi, parce que ça a taclé un sujet très intéressant sur ce que représente Batman en fait. C'est assez fort, parce qu'au début on suit ce personnage de Batman qu'on croit être Batman, mais qui s'avère être un robot Batman, qui a été créé donc sans qu'on le sache vraiment sur le coup, dans l'épisode Cœur d'acier. Et c'était vraiment très intéressant psychologiquement de voir ce robot Batman
tomber pas dans sa considération, se dire je suis Batman, je ne suis pas un robot, qu'est-ce qui m'arrive, et succomber aux directives qui lui ont été données par les méchants de l'épisode Cœur d'Acier pour arriver à les outrepasser via le code moral tellement fort qui s'est imprimé dans l'esprit de Batman. En recopiant l'âme de Batman, le cerveau de Batman, on a su recopier la force de son esprit par rapport à son code moral. Et c'est, je trouve, assez fort. Hein. La conclusion est vraiment percutante et poignante à ce niveau-là lorsque Robot Batman est mis face à ce choix. Et oui, ça crée déjà un conflit très intéressant de Batman contre lui-même, mais aussi ça met vraiment en exergue la force de la volonté que représente Batman. Et c'est excellent, vraiment excellent. Numéro 3, il s'en est fallu de peu. Un incontournable celui-là. Je connais pas des masses de gens qui ne le citeraient pas dans leur top des meilleurs épisodes de cette série, tellement il est mémorable et tellement il représente beaucoup dans l'approche de mise en scène de cette série. Parce que ce qui paraît être juste un simple pot pourri d'histoires de méchants de Batman, des méchants de Batman qui se rencontrent dans un bar un peu mal famé et qui racontent comment ils ont presque réussi à tuer Batman chacun leur tour, ce qui semble être juste une histoire comme ça, va un petit peu plus loin et part sur une résolution qui a du sens, tout en créant une atmosphère vraiment pesante et forte entre ces différentes personnalités, parce que on a vraiment les méchants les plus charismatiques, les plus notables de Batman, le Pingouin, Double Face, Poison Ivy, le Joker, Croc. Cherchez l'erreur. Ces méchants-là qui discutent entre eux de leur plan, comment arriver à avoir Batman, déjà en soi c'est une bonne micro-anthologie de ce que représentent les conflits de ce show et la galerie de méchants que peut créer cette série. Mais aussi on crée un fil rouge de façon subtile sur une aventure, une histoire un petit peu centrale de comment nos méchants se retrouvent là, du rebondissement qui vient de ça. Je vous garde le suspense, la surprise pour ceux qui ne connaissent pas. Ça mérite d'être découvert par soi-même. Et comment on essaye de créer un lien avec un peu Catwoman à la toute fin, histoire de dire que il y a un autre personnage un peu iconique qu'on veut rentrer là-dedans. Et pour un épisode de 20 minutes, traiter autant l'histoire, traiter autant de méchants de façon aussi fluide et bien ficelée, c'est un tour de force assez énorme qui mérite des louanges et énormément de gens font les louanges de cet épisode. Je n'ai pas énormément de choses à rajouter, si ce n'est que c'est un must évident et qu'il mérite, même si vous connaissez juste comme ça, au moins cet épisode mérite d'être vu comme ça pour que vous compreniez la force de la mise en scène d'un épisode de Batman. Numéro 2, Destiné. Et oui, un épisode de la dernière saison qui est aussi haut placé. Je sais que ça peut paraître bizarre pour certains. Une fois de plus, la dernière saison, je sais l'apprécier, je trouve qu'elle rajoute pas mal de choses. Et ouais, je vais parler tout de suite du problème qu'ont un peu pointé Tookie et Al. Il est vrai que par rapport à toute l'histoire qu'on a créée autour de Gueule d'Argile, le fait qu'ils reviennent comme ça, avec une explication un petit peu à la va comme je te pousse, ça peut être gênant. Je reconnais que ça peut être très gênant d'un certain point de vue. Je trouve très sincèrement que c'est pas la première fois, même si on compte pas cette dernière saison, qu'on trouve des excuses un peu faciles pour faire revenir des méchants qui devraient pas forcément revenir facilement, mais je peux comprendre les problèmes qu'on a avec ça. Je trouve que ça s'outrepasse assez vite quand on voit la force du récit qu'on met en place autour de ce nouveau Robin, Tim Drake. Si je ne m'abuse, j'ai toujours un peu de mal. C'est Tim Drake, ouais, c'est Jason Todd, on l'a sauté. C'est Tim Drake qui a pris la place de Dick Grayson et qu'on a su appuyer à de nombreuses reprises, ne serait-ce que dans l'épisode Jamais Peur qui fait partie de mon top 20 et que je vous conseille fortement. C'est une approche très intéressante du personnage de l'épouvantail et de comment Tim Drake s'affirme face à Batman. C'est un très bon épisode. Mais je pense que l'épisode sur Tim Drake le plus fort et qui appuie vraiment
Je pense son entrée dans ce monde implacable du super-héroïsme à la Batman, c'est vraiment celui-ci. Celui où il rencontre une jeune fille avec qui il s'acoquine un petit peu vite et qu'il essaye de protéger face à ce monstre en essayant de faire de son mieux. C'est vraiment un épisode à tension forte et la conclusion est juste... Ça fait partie des moments qui m'ont le plus fait chialer dans cette série, dans tout l'univers de Bruce Timm et Paul Dini, parce que voilà, on finit par savoir la vraie nature de cette fille que Timm a rencontrée, et sa fin tragique. Et ça amène pas mal de réflexions, déjà un drame très fort sur Timm qui essayait de sauver quelqu'un et qui n'a pas pu, et surtout ce que signifie être quelqu'un, en fait. On est vraiment dans cette configuration, dans cette situation où on se demande à quel moment on définit une personne. Et lorsque Timm prend cette décision à la fin en jugeant de ce qu'est l'acte de Gueule d'Argile à la toute fin de l'épisode, c'est assez fort de le voir totalement pris dans cet univers implacable qu'est la lutte contre le crime et les pertes, les désillusions qui peuvent nous tomber dessus. Et c'est un moment super fort qui pour moi cimente totalement le personnage de Tim Drake comme ayant fait son baptême, si j'ai envie de dire, de cet univers-là. C'est un moment super beau, super fort, et ouais, c'est facilement l'un des moments les plus tristes de cette série en ce qui me concerne. Et numéro 1, le procès. L'épisode le plus généreux en termes de personnages mis en avant, puisque on passe beaucoup de temps sur Arkham et ses nombreux méchants que Batman y a enfermés, tout en amenant une réflexion dont j'ai un petit peu parlé pour le numéro 10 de cette liste, autour des actes de Batman et de ce qu'ils engendrent. Comment les gens peuvent interpréter ça et voir ça mal. Parce qu'il y a cette réflexion très intéressante de à quel niveau Batman est responsable des problèmes qu'il y a à Gotham. Est-ce que c'est pas un peu lui qui a engendré une bonne partie de ces méchants-là ? Et tout cet épisode est dédié à mettre en avant cette considération via une juge, à nouveau un personnage particulier qu'on met en avant, très intéressant dans sa psychologie, qui se dit que Batman est responsable et c'est pas juste un coup de com', c'est pas juste une grande méchante qui dit ah tiens je veux essayer de jouer sur la polémique du sujet pour me faire bien voir et gagner en popularité d'une certaine façon. Non, c'est quelqu'un qui pense sincèrement que Batman est en grande partie responsable de ces criminels hauts en couleur qu'on a. Et on la met en place de façon un peu forcée par les méchants à devoir défendre ce même Batman. Et en venant à prendre cette position de force, elle en vient à comprendre qu'au bout du compte, elle est un peu dans l'erreur. Elle était dans l'erreur au début et comprend ce Batman. En apprenant à se mettre dans ses chaussures un petit peu, elle en vient à comprendre qu'il fait plus de bien que de mal au bout du compte. Et ouais, c'est une très bonne évolution psychologique du personnage, tout en appuyant une configuration assez oppressante, parce que voilà, c'est toute une salle de jurés composée de méchants en fait, que des témoins méchants de Batman, un juge méchant de Batman, toute l'assemblée c'est des méchants de Batman, c'est vraiment une atmosphère oppressante, et tu sens que même si tu as raison, tu vas pas t'en sortir comme ça. Il y a vraiment cette crainte constante que tout dégénère à tout moment. L'ambiance est très particulière et vous marque à un niveau assez élevé. Et je pense que c'est ça qui hisse cet épisode comme numéro 1, en ce qui me concerne en tout cas, rien que par son ambiance, la configuration qu'on met en place et le débat que ça apporte, le débat qu'on appuie, qui est très très intéressant. C'est du tout bon pour moi et c'est de pas grand chose parce que vraiment il y a énormément d'épisodes géniaux dans cette série, l'épisode le plus réussi de Batman, la série animée. Voilà qui conclut cette liste, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à partager en commentaire les épisodes qui vous plaisent le plus, voire le moins de Batman, la série animée.
J'espère que cette vidéo aura du succès, sinon bah au moins je saurai un peu à quoi m'attendre de la part de mon public. On verra bien. Merci d'avoir suivi, à très bientôt, au revoir.